Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, aujourd'hui, place à la présentation du Tour de France 2023. Hier jeudi avait lieu la présentation des équipes. Demain samedi aura lieu le grand départ de la grande boucle du côté de l'Espagne à Bilbao. Et dans cette vidéo, bien sûr, on va parler du parcours, on va analyser toutes les étapes clés. On va bien sûr aussi parler des forces en présence. On citera tous les outsiders et les favoris pour le classement général. Je vous ferai même un top 10 complet, mon top 10 du Tour de France 2023. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire le vôtre dans l'espace commentaire. On parlera également des favoris pour les divers maillots distinctifs de cette grande boucle 2023. Et puis, bien sûr, en toute fin de vidéo, on parlera de nos Français. Et puis, on se posera la question suivante. Qu'attendre de nos représentants tricolores sur ce Tour de France 2023? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et vraiment de parler vrai, quelques petits chiffres comme ça, pêle-mêle en ce début de vidéo, histoire de rentrer doucement dans la présentation de ce Tour de France 2023. 21, le nombre d'étapes, bien évidemment, rien de bien spécial sur un grand tour. 22, c'est le nombre d'équipes présentes sur ce Tour de France, mais également le nombre de kilomètres de chrono. 176, le nombre de coureurs qui vont partir demain de Bilbao en Espagne. 3405, c'est le nombre de kilomètres que les coureurs vont devoir parcourir pour rejoindre Paris et les Champs-Élysées. Enfin, 55 460, c'est le nombre de mètres de dénivelé positif que les coureurs vont devoir avaler sur les 3 prochaines semaines de compétition. Mais que veulent dire vraiment ces chiffres? Et oui, c'est bien beau balancer comme ça pêle-mêle, mais comment est dessiné ce parcours 2023? On le sait, la grande boucle depuis quelques années maintenant, eh bien c'est beaucoup plus typé grimpeur qu'il y a 10 ou 15 ans auparavant. On essaye de laisser la part belle aux coureurs du classement général, ceux qui vont se battre pour le maillot jaune, essayer de favoriser le spectacle, les attaques, les mouvements de course, le suspense autour de ce maillot jaune qui, on le rappelle, récompense chaque année le vainqueur de la plus grande course du monde. Alors même si ce parcours 2023 laisse la part belle aux grimpeurs, il y aura quand même tous les types de coureurs, ou presque, qui vont pouvoir s'exprimer sur cette grande boucle 2023, à commencer par les punchers purs qui vont avoir 2 étapes, et oui, pas n'importe lesquelles, les 2 premières pour s'exprimer complètement. On verra certainement un Tadej Pogačar, un Mathieu Van Der Poel, un Wout van Aert, un Julien Alaphilippe, un Valentin Madouas, se battre pour le premier maillot jaune de ce Tour de France, puisque oui, les 2 premières étapes du côté de l'Espagne sont tracées pour les purs punchers. Il y aura également des étapes pour sprinters, elles sont au nombre de 8. Alors j'ai beaucoup entendu et vu des personnes attendre plutôt 6 étapes de plaine pour les sprinters, mais moi honnêtement, en m'étant penché sur le parcours, j'en dénombre plutôt 8 que 6. Il y aura aussi des étapes pour les baroudeurs, elles seront au nombre de 2, et bien sûr des étapes pour grimpeurs, elles seront au nombre de 8. Plus de 38% des étapes de ce Tour de France seront réservées aux grimpeurs. Seuls les rouleurs ont été un petit peu mis de côté, on va pas se le cacher, boycottés par l'organisation, puisqu'il y aura seulement un chrono de 22 km, j'en ai parlé en préambule de cette vidéo, mais ce chrono, c'est un chrono typé puncher grimpeur avec cette fameuse côte de Domancy, 2,5 km à plus de 9% de moyenne, la montée Bernard Hinault, rendue célèbre par le blaireau en 1980 sur les championnats du monde. Et on devrait voir un coureur du classement général s'imposer et prendre pourquoi pas du temps sur ses principaux adversaires avec ce fameux chrono. D'ailleurs, parlons du classement général avec les étapes clés, là où le Tour de France pourrait se jouer. On sait que le Tour de France peut se perdre sur n'importe quelle étape, sur n'importe quel profil, et que ça soit en première, deuxième ou 3e semaine, mais le Tour de France se gagne sur quelques étapes bien précises. Et la première étape, vraiment clé de ce Tour de France, à mon sens, c'est la 9e, celle du Puy-de-Dôme, montée complètement inédite, avec cette serpentin autour d'un volcan du Puy-de-Dôme, qui paraît interminable, 13 km 300 à plus de 7,7% de moyenne. En plus, cette étape du Puy-de-Dôme va intervenir à la veille du jour de repos. Autant vous dire que les organismes seront assez fatigués, il pourrait y avoir de l'écart, on pourrait voir un Jonas Vingegaard, mais pourquoi pas même Tadej Pogačar, prendre des initiatives. Quand on parle de mouvement de course, on pense tout de suite aux jeunes coureurs slovènes. Donc cette étape du Puy-de-Dôme inédite pourrait quelque part faire des écarts. On attend également, pourquoi pas même, Romain Bardet, qui est clairement le local de l'étape et qui visera une belle place au classement général. L'étape numéro 13, celle qui arrive au Grand Colombier, pourrait être aussi, pourquoi pas, le théâtre de belles batailles. Alors c'est pas forcément l'étape
la plus difficile en termes de dénivelé, elle ne comportera que 140 km, mais il n'y a pas de difficulté réelle avant ce col du Gros Colombier, et pourquoi pas des attaques, une course de côte avec, pourquoi pas, des garçons qui prennent des initiatives sur un col où il y a de quoi faire, on le rappelle, 17 km 400 à plus de 7,1% de moyenne. L'étape numéro 15, celle qui arrive à Saint-Gervais-Mont-Blanc, pourrait aussi être une étape clé, 5 cols au programme, dont 3 de première catégorie, et notamment le dernier, un col de 7 km à plus de 7,7% de moyenne. Ce col est très dur, autant vous dire qu'il pourrait aussi y avoir des écarts. L'étape numéro 16, celle du chrono, et oui, tant attendu, 22 km avec la fameuse montée mythique de la côte de Domancy, la côte de Bernard Hinault, le blaireau qui l'avait rendu célèbre au championnat du monde en 1980. Il y aura forcément des écarts sur ce chrono typé puncher grimpeur avec cette fameuse côte de 2,5 km à plus de 9% de moyenne. Les derniers gros écarts pourraient très clairement intervenir sur cette 16e étape en tout début de 3e semaine. Mais rassurez-vous, ceux qui ont perdu du temps sur ce chrono, que ce soit outsider ou même favori, pourrait certainement se rattraper, notamment sur l'étape numéro 17. L'étape numéro 17 qui arrive à Courchevel. Alors sur le papier, c'est peut-être pas forcément l'étape qui fait le plus rêver. C'est sûr qu'il y a des étapes bien avant et bien après qui peut-être sont plus propices à des attaques et à des gros mouvements de course. Mais sur cette étape, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 3 cols qui vont dépasser les 13 km, et notamment le mythique col de la Lose, plus de 28 km à 6% de moyenne, classé hors catégorie. D'ailleurs, les points du grimpeur seront doublés en haut de ce col de la Lose. C'est le seul col où les points de grimpeur seront doublés. Et autant vous dire que si on a des coureurs qui sont dans un mauvais jour et que certaines équipes concurrentes le voient, avec un gros tempo, certains pourraient perdre très gros. La 20e étape qui arrive à Markstein, là aussi pourrait être le théâtre des dernières grandes offensives, ceux qui veulent pourquoi pas aller chercher un top 10, top 8, top 5, monter sur le podium ou aller chercher la victoire finale, parce qu'il y aura de quoi faire. Au programme 6 cols, dont les 2 derniers qui font clairement frémir. Le premier, le col du Petit Ballon, 9,3 km à 8,1%, et bien sûr en toute fin d'étape, le Platzer Watzel, 7,1 km à plus de 8,4% de moyenne. Autant vous dire que celui qui a la patte aura le temps de faire clairement des écarts et pourquoi pas soit de conforter sa place, soit d'aller regagner des places au classement général, et pourquoi pas faire basculer le Tour de France en fin de 3e semaine, ce dont tous les fans de vélo et tous les observateurs bien sûr rêvent, puisqu'on rêve comme sur le Giro d'un Tour de France qui se joue sur la dernière étape et sur des détails. Alors on n'espère pas sur un changement de vélo qui prend trop de temps ou sur un saut de chaîne, comme ça avait été le cas pour Primož Roglič qui finalement avait remporté ce fameux Giro d'Italia au nez et à la barbe de Geraint Thomas, qui pourtant partait clairement favori en fin de 3e semaine. Voilà donc pour les étapes clés. Maintenant, parlons un petit peu plus des favoris pour les maillots distinctifs. On le sait, dans le vélo, il y a plusieurs maillots distinctifs, que ce soit sur les épreuves World Tour ou sur les grands tours, Tour d'Espagne, Tour d'Italie et bien sûr Tour de France. Le maillot jaune, bien sûr, on ne le présente plus, celui qui récompense le vainqueur du classement général de la Grande Boucle, mais il y a aussi le maillot blanc, celui qui récompense le jeune de moins 25 ans, le mieux classé au classement général. Il y a aussi le maillot vert, celui qui récompense le meilleur sprinter, en tout cas dans les faits, et puis le maillot blanc à pois rouge qui récompense le meilleur grimpeur théoriquement de la Grande Boucle. Alors passons au maillot blanc. Faisons un petit pronostic sur ce maillot blanc. Rassurez-vous, ça va être très rapide. Ils sont 30 coureurs sur cette Grande Boucle 2023 à être éligibles au maillot blanc. Pour être éligible au maillot blanc, il faut être né après le 31 décembre 1997, et un certain Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour de France, est éligible à ce fameux maillot blanc de meilleur jeune cette année, puisqu'il est né en septembre 1998. Donc autant vous dire qu'il n'y aura pas de suspense, à moins cataclysme et abandon de Tadej Pogačar, le maillot blanc devrait une nouvelle fois se retrouver sur les épaules du phénomène slovène. Le maillot vert, celui du classement par points. Alors là, il y a un petit peu plus de suspense, on va pas se le cacher, parce que des sprinteurs au départ de cette grande boucle, il y en a, puisque des opportunités de sprint massif pour aller chercher des victoires et pourquoi pas des points, il y en a quelques-unes. Et forcément, quand on parle de sprint,
de classement par points, comment ne pas citer le nom de Wout van Aert, et oui, qui a été, on le rappelle, le vainqueur sortant de ce maillot vert l'année dernière. Alors Wout van Aert, il y a pas mal d'incertitudes le concernant puisque sa femme est enceinte et pourrait accoucher de son enfant, et bien possiblement pendant le Tour de France, et Wout van Aert l'a dit, si tel était le cas, et bien il partirait du Tour de France en cours de route, et forcément, et bien on imagine que ça pourrait être un candidat de moins. Mais Wout van Aert, auquel cas où il termine le Tour de France, forcément, est favori à sa propre succession sur le classement par points. On pourrait aussi citer Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Mark Cavendish, John Degenkolb, Mats Pedersen, Brian Cocard et Christophe Laporte. Et oui, on le sait, c'est une grosse machine, la Jumbo-Visma, mais peut-être que Christophe Laporte aura son opportunité d'aller chercher une étape, et pourquoi pas sur un sprint massif, lui qui avait remporté une magnifique étape sur le Tour de France, alors qu'on n'y croyait plus, souvenez-vous, ça nous avait fait un bien fou, certains comme moi étaient même limite très surpris. Alors forcément, dans tous ces noms que je viens de citer, il y a des favoris qui se dégagent. Wout van Aert, on en a parlé, favori à sa propre succession, s'il va au bout de ce Tour de France, mais on pourrait aussi, pourquoi pas, rajouter Jasper Philipsen et Fabio Jakobsen. Jasper Philipsen qui a remporté des étapes sur le Tour de France, Fabio Jakobsen qui a été extraordinaire sur le Tour d'Espagne l'année passée. Alors certes, il n'y avait pas tout le gratin du sprint mondial, mais enfin quand même, et c'est vrai qu'on le rappelle que ce sont des garçons qui passent plutôt bien les bosses. Wout van Aert, ce n'est plus à prouver. Jasper Philipsen a fait énormément de progrès dans ce secteur-là, et puis Fabio Jakobsen a quand même terminé le Tour d'Espagne et a remporté, si je ne dis pas de bêtises, le classement par points du Tour d'Espagne l'an dernier. Donc autant vous dire que ses capacités en montagne sont quand même plutôt présentes par rapport à certains comme Caleb Ewan, Dylan Groenewegen et consorts, et ça pourrait, pourquoi pas, faire la différence en termes de fraîcheur, notamment sur certaines arrivées qui interviendront en deuxième ou en troisième semaine. Il y a aussi des outsiders pour ce maillot vert. Pourquoi pas citer Mats Pedersen, le Danois, qui a remporté une étape sur le Tour de France l'année dernière, et pourquoi pas même Girmay, et oui, l'Érythréen, qui avait remporté Gann Game l'année dernière, qui avait remporté aussi une belle étape du Tour d'Italie avant de devoir abandonner à cause du bouchon de la bouteille de champagne qui lui était arrivé dans l'œil sur le podium, abandon complètement con. Il aurait pu d'ailleurs à ce moment-là, pourquoi pas, concurrencer Arnaud Démare pour le maillot de Cyclamen. On ne saura jamais trop ce qui serait pu se passer s'il était resté sur ce Tour d'Italie en 2022, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des abandons de Wout van Aert, des garçons comme Mats Pedersen qui passent bien les bosses, des garçons comme Girmay, l'Érythréen, pourraient aussi, pourquoi pas, tirer leur épingle du jeu et pourquoi pas se retrouver en vert sur les Champs-Élysées. Mais moi, mon prono, c'est Jasper Philipsen, le coureur de l'Alpecin Phoenix. Ne me demandez pas pourquoi, c'est à l'instinct. Au niveau du maillot blanc à pois rouge, alors ça c'est certainement le plus difficile à pronostiquer, le fameux maillot Richard Virenque, comme on l'appelle communément en France, lauréat de 7 maillots de meilleur grimpeur en carrière. Pourquoi c'est le maillot le plus difficile à pronostiquer? Tout simplement parce qu'on ne sait jamais qui va jouer ce maillot de meilleur grimpeur, et souvent, en tout cas ces 3 dernières années, le vainqueur du maillot blanc à pois rouge n'était même pas un garçon qui visait ce fameux classement distinctif, puisque c'est sur ces 3 dernières années un garçon qui jouait le classement général du Tour de France, qui est allé le revêtir sur les Champs-Élysées. Alors à titre personnel, j'aimerais que ça soit différent cette année. D'ailleurs, on ne double plus les points de manière systématique sur les arrivées au sommet, ça se fera juste sur le col de la Lose, ce qui veut dire qu'on peut peut-être retrouver un baroudeur en montagne qui retrouve ce maillot blanc à pois rouge donc sur les Champs-Élysées, mais difficile de faire vraiment un pronostic quant au lauréat de ce maillot blanc à pois rouge, puisque, on le rappelle, ça dépend des scénarios de course. Ça peut être des coureurs du général qui vont au bout d'un moment se faire lâcher et qui vont, pourquoi pas, se retrouver dans des échappées au long cours et qui vont avoir l'objectif, petit à petit, en cours de Tour de France, d'aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Ça pourrait être le cas, je ne sais pas, d'un Giulio Ciccone qui va être leader de l'équipe Trek avec ce fameux maillot qui fait tant jaser depuis quelques jours avec la présentation et ce fameux maillot Lidl. Ça pourrait être aussi le cas, je ne sais pas moi, d'un Simon Yates qui arrive sur Tour de France sans réel objectif, qui va être leader de l'équipe Jayco mais qui va prendre ce tour comme il vient. Peut-être que ce sont des garçons leaders de leur équipe à la base, là pour faire un classement général, qui vont perdre du temps et qui peut-être derrière vont se rabattre sur ce fameux classement de la montagne. Ça pourrait aussi être des équipiers, de grands leaders, ces grands leaders d'équipes qui, pourquoi pas, perdraient du temps et qui laisseraient leur équipier à la manière, je ne sais pas moi, d'un Esteban Chavez, d'un Daniel Martinez
ou d'un Jack Haig la possibilité de prendre les échappées et d'aller chercher ce maillot blanc à pois rouge, et ça rajouterait forcément du suspense et de la concurrence à ceux qui vont peut-être déjà le jouer en début de Tour de France, à l'image d'un Warren Barguil qu'on avait vu combatif sur le Giro d'Italia, ou pourquoi même d'un Thibaut Pinot qui avait ramené le maillot bleu de meilleur grimpeur sur le dernier Tour d'Italie. Ces deux Français-là, on le sait qu'ils vont jouer forcément ce maillot à pois. On rêve tous de voir Thibaut Pinot avec le maillot blanc à pois rouge, vous l'imaginez, sur les Champs-Élysées, revêtissant à nouveau un maillot de meilleur grimpeur, lui qui n'est plus monté sur un podium sur le Tour de France depuis 2014, pour le classement général, 3e, et bien sûr l'acquisition du maillot blanc de meilleur jeune, puisqu'à l'époque il n'avait que 24 ans. Ça serait une belle fin pour Thibaut Pinot, et d'ailleurs Thibaut Pinot, c'est le choix du cœur, mais c'est mon pronostic pour aller revêtir ce maillot blanc à pois rouge sur les Champs-Élysées. Passons désormais, les gens, au classement général. Parlons d'abord des outsiders, ceux qui vont faire vivre le classement général. Les outsiders, ils sont extrêmement nombreux cette année. Gaudu, Bardet, Hindley, Mas, Carapaz, Landa, O'Connor, Bernal, Ciccone, Simon Yates, et pourquoi pas Guillaume Martin. Forcément, tous ces garçons que je viens de citer ne seront pas dans le top 10 à l'issue de ce Tour de France. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un de ces athlètes que je viens de citer pourrait prendre la 3e place laissée libre sur le podium, puisqu'on imagine que Pogačar et Vingegaard, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, vont se battre pour la première place et pour le maillot jaune sans réelle surprise. Alors forcément, quelques-uns de ces coureurs que je viens de citer ne pourront pas véritablement aller chercher le podium. Guillaume Martin, on va pas se le cacher, il n'a pas ce qu'il faut pour aller chercher un podium à la pédale. On sait qu'il ne pourra pas distancer tous les coureurs que je viens de citer précédemment. Guillaume Martin, régulièrement, quand il y a encore 20 ou 25 coureurs dans le peloton, généralement, il se fait lâcher. On sait que c'est ces échappées au long cours qui lui permettent de reprendre du temps et en scred, ni vu ni cunu, d'aller chercher une place 9e ou 10e. Pour Egan Bernal, c'est un petit peu la même chose sur le papier. Ça semble encore un petit peu juste pour voir le Colombien aller chercher la dernière place disponible sur le podium si on se fie à la hiérarchie. Egan Bernal, certes, c'est un ancien vainqueur de Grand Tour, de la Grande Boucle en 2019 et du Tour d'Italie en 2021. Mais Egan Bernal, on le sait, il a été victime d'une chute il y a quelques mois. Il est passé très près de la mort. Il se remet petit à petit de cette chute. Il a des résultats quand même assez intéressants en ce début de saison. Mais sur une course de 3 semaines où il a plus forcément les repères, avec quand même de la grosse concurrence, je vois mal Egan Bernal aller chercher ce podium. Tout comme je vois mal Simon Yates qui arrive sur Tour de France sans réel objectif de résultat, aller chercher le podium. Alors Simon Yates, on le sait, c'est un ancien vainqueur de Grand Tour, du Tour d'Espagne en 2018. Il a une équipe qui est complètement à son service, puisqu'il est leader de cette équipe Jayco, mais je le vois mal aller concurrencer les Ciccone, les O'Connor, les Mas ou encore les Hindley pour aller chercher la dernière place disponible sur le podium. Richard Carapaz, que j'ai également cité dans cette longue liste d'outsiders, me paraît également un poil court pour prétendre à cette 3e et dernière marche du podium sur les Champs-Élysées à Paris, puisque Richard Carapaz, cette saison, on va pas se le cacher, c'est assez compliqué. Certes, champion d'Équateur sur route et également vainqueur de la Mercantour Classique, mais sur les courses au World Tour, face au gros du peloton, qui seront également présents sur ce Tour de France dès demain au départ de Bilbao en Espagne, ça a souvent fait pchit, et je vais être honnête avec vous, je ne vois pas Richard Carapaz ne serait-ce que terminer dans le top 10, donc autant vous dire que je l'évince d'avance de cette course au podium, et forcément pour la 3e place, les taux se resserrent. Passons désormais aux favoris, et oui, les deux grandissimes favoris de ce Tour de France que sont Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022 et tenant du titre, et bien sûr Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour de France en 2020 et en 2021. Ces deux garçons, clairement, sont les deux grandissimes favoris de la Grande Boucle, et en ce début de saison, on va pas se le cacher, ils sont très en forme. Tadej Pogačar, pour commencer avec le prodige slovène, vainqueur de Paris-Nice, du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne et de l'Amstel Gold Race en ce qui concerne les courses World Tour. Je ne parle même pas du nombre de victoires d'étapes sur les courses par étapes auxquelles il a pu participer. Jonas Vingegaard, le Danois, vainqueur sortant du Tour de France 2022. Cette année, c'est une 3e place sur Paris-Nice, seul moment où d'ailleurs il a été en confrontation avec Tadej Pogačar. C'est également une victoire retentissante sur le Tour du Pays Basque et sur le Critérium du Dauphiné il y a quelques jours. Donc autant vous dire que les deux garçons arrivent très en forme, même si Tadej Pogačar a été retardé dans sa préparation à cause
d'une chute qui est intervenue sur Liège-Bastogne-Liège et d'un problème au niveau du poignet, mais il l'a annoncé, Tadej Pogačar, ça ne l'a pas handicapé puisqu'il a repris le vélo quelques jours après finalement son opération via home trainer. Donc le garçon est quand même plutôt en forme, en témoigne la démonstration sur le championnat de Slovénie sur route et en contre-la-montre, même si on le sait, la concurrence en Slovénie n'était pas très importante, dû notamment au fait que Primož Roglič n'était pas présent sur ces championnats nationaux. Alors, Vingegaard ou Pogačar, Pogačar ou Vingegaard pour aller chercher le Tour de France 2023, c'est tout l'enjeu de cette vidéo présentation du Tour de France. On sait que c'est assez indécis chez les bookmakers, personne n'est vraiment favori, ou alors Vingegaard d'une courte tête de ce que j'ai pu entreapercevoir encore hier soir, mais dans cette vidéo, on va essayer de se mouiller et d'aller faire un pronostic à peu près objectif, parce qu'on le sait, c'est vrai que Pogačar est un coureur beaucoup plus populaire que Jonas Vingegaard, parce que beaucoup plus complet, beaucoup plus spectaculaire et surtout beaucoup plus présent sur l'ensemble de l'année. C'est vrai, Pogačar, on le voit en début de saison, sur les classiques, les ardennaises, les flandriennes, sur les courses par étapes, sur les grands tours, il est au four et au moulin, au contraire d'un Jonas Vingegaard qui est beaucoup plus centré sur les grands tours et notamment sur le Tour de France. D'ailleurs, il axe sa saison uniquement sur cet objectif-là, avec des participations sur les grandes courses par étapes d'une semaine. On l'a vu faire sa rentrée sur Paris-Nice, où il a terminé 3e, derrière Gaudu et derrière Tadej Pogačar, le Slovène, dauphin sur le dernier Tour de France du Danois. On l'a vu aussi, ce Jonas Vingegaard s'aligner sur le Tour du Pays Basque et le Critérium du Dauphiné, où il a été vraiment impressionnant, remportant d'une main de maître ces 2 courses par étapes World Tour, et sur le Critérium du Dauphiné, c'était assez flagrant, le garçon était 2 jambes au-dessus de la concurrence. Donc autant vous dire qu'il y a 2 écoles de préparation qui s'affrontent en vue de ce gros événement qui est le Tour de France. Alors moi, si je dois faire un choix et dois faire un pronostic à peu près objectif, je pencherais plutôt vers Jonas Vingegaard, parce qu'au-delà du fait que sa préparation est spécifique pour le Tour de France, le garçon n'a pas eu de contre-coup, il n'a pas eu de contre-performance, il a échappé aux chutes, aux maladies et au virus, et puis surtout il a une équipe qui sur le papier est beaucoup plus forte que celle de Tadej Pogačar. Alors certes, effectivement, par rapport à l'an dernier, la Jumbo est peut-être un petit peu moins forte et la UAE est un petit peu plus forte. Effectivement, il n'y a pas le facteur X du côté de Jumbo, le facteur X, Primož Roglič qui a quand même contribué grandement à la victoire de Jonas Vingegaard. On se souvient également de cette étape où Tadej Pogačar avait dû courir 2 lièvres à la fois, s'était épuisé et avait finalement laissé filer Jonas Vingegaard vers la victoire finale du Tour de France en n'étant jamais capable derrière les étapes restantes de reprendre du temps. Mais malgré ça, et malgré le fait qu'il n'y a plus ce facteur X, Primož Roglič, je vois Jonas Vingegaard être un petit peu au-dessus de Tadej Pogačar. Ça ne se jouera pas à grand-chose. Je pense que, à mon avis, même lors de la dernière grosse étape de montagne, il y aura encore la possibilité pour Pogačar de prendre le maillot. Mais je vois à Jonas Vingegaard un petit peu au-dessus de Tadej Pogačar. C'est pour ça que, pour moi, le Danois remportera son 2e Tour de France consécutif. D'ailleurs, en parlant de Tour de France, je vous avais promis mon top 10. Eh bien, le voici, il s'affiche. Vous l'avez sous les yeux, n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires, ça m'intéresse. Parlons maintenant désormais des Français et des chances tricolores, parce que oui, il y a beaucoup de Français au départ du Tour de France, comme chaque année, mais il y en a quelques-uns qui sont capables, pourquoi pas, d'aspirer à de grandes choses. Et quand on parle de coureurs français de renom, comment ne pas parler de Julian Alaphilippe, le double champion du monde français, vainqueur de Milan-San Remo en 2019 et surtout porteur 3 années de suite du maillot jaune de leader du Tour de France. C'était en 2019, 2020 et 2021. Julian Alaphilippe, il aura l'occasion sur ce Tour de France, pourquoi pas, de se montrer et de remporter des étapes. Il y en a 2 qui lui conviennent à merveille. Alors certes, ça convient aussi à des Pogačar, à des Van Aert, à des Van der Poel et pourquoi pas aussi à des Valentin Madouas. Mais un Julian Alaphilippe capable de remporter une étape, ça peut se faire sur son Tour de France. Clairement, il y aura des opportunités pour lui. Et pourquoi pas aussi un petit maillot jaune. Allez, soyons fous. Ça sera aussi l'objectif de Valentin Madouas. Valentin Madouas, champion de France. Et oui, c'était à Cassel il y a quelques jours. Valentin Madouas, il aura aussi cet objectif, comme Julian Alaphilippe, d'aller chercher une étape, aller pourquoi pas surfer sur sa forme et sur sa confiance acquise au championnat de France, avec une étape, pourquoi pas en Espagne, ça pourrait clairement lui convenir, et là aussi avec cet objectif, pourquoi pas dans un coin de sa tête, d'aller revêtir
un maillot jaune. Il fera partie de ses favoris avec Pogacar, Van Aert, Van Der Poel et bien sûr Julien Alaphilippe. Puis on aura également des Français qui vont jouer le classement général du Tour de France cette année, à l'image de Guillaume Martin, David Gaudu et Romain Bardet. Alors Guillaume Martin, on en a parlé un petit peu en début de vidéo, c'est vrai que ça sera extrêmement compliqué pour le coureur nordiste, leader de l'équipe Cofidis, d'aller chercher un bon classement général cette année sur le Tour de France à cause de la forte concurrence et de la densité assez impressionnante qu'il y a chez les outsiders sur cette édition 2023. Peut-être que du côté de l'encadrement Cofidis, si on s'aperçoit en milieu de Tour de France qu'il est impossible d'aller chercher un podium, peut-être de se rabattre sur les étapes. On sait Guillaume Martin, il lui manque une victoire de prestige et toutes les victoires sur le Tour de France sont prestigieuses et ont quand même un retentissement beaucoup plus important qu'un top 10. Guillaume Martin, on le sait, il a été vainqueur du classement de la montagne sur le Tour d'Espagne, mais il lui manque cette victoire de prestige qui pourrait, pourquoi pas, le faire passer dans une autre dimension. Alors derrière, on a bien sûr David Gaudu et Romain Bardet qui sont des prétendants un petit peu plus sérieux au classement général côté français. David Gaudu, on le sait, il est dans une forme qui est un petit peu mi-figue mi-raisin. On l'a vu sur le Critérium du Dauphiné très en difficulté, on l'a vu beaucoup plus à son aise sur les championnats de France où il a amassé un travail assez impressionnant. Et puis Romain Bardet qui cette saison réalise quand même des prestations plutôt solides. En témoigne son bon résultat sur le Tour de Suisse il y a quelques jours. Bref, un top 8 à minima pour Gaudu et Bardet sur ce Tour de France 2023. Ça paraît plus qu'envisageable, top 5 ou top 3. Ça sera quand même un petit peu plus compliqué puisqu'en face il y aura de la concurrence, il y aura des Jay Hindley, des Henrik Mas, des Ben O'Connor, des Mikel Landa pour leur mener la vie dure. Et honnêtement, c'est vrai que tous ces garçons que je viens de citer semblent être un petit peu plus en mesure de viser le top 5 et la dernière marche donc laissée vacante sur le podium, même si, on le sait, le Tour de France, ça peut toujours être indécis et il peut y avoir des surprises. N'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, à me faire vos pronostics globaux pour le Tour de France, votre top 10 dans les commentaires, je l'attends. N'hésitez pas aussi à réagir sur des points importants de la vidéo et si, bien sûr, cette vidéo vous a plu, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, vous connaissez les bails, ça aide au référencement pour la chaîne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.